on va enchaîner sur la deuxième partie et sur la société par action simplifiée. Vous allez voir que les mêmes règles des associés sont les règles de la SARL qu'on a communiquées. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être majeur, capable pour être associé dans une SAS. Mais avant de commencer à rentrer comme ça dans les détails, j'ai besoin de vous dire pourquoi et de vous expliquer pourquoi elle est une société par action simplifiée. Pourquoi elle est simplifiée, dans quel cadre on l'a appelée ainsi. Simplifier, c'est par opposition à la société anonyme. Il faut revenir un petit peu en arrière pour savoir que la société par action simplifiée a été mise en place dans un premier temps avec l'esprit de créer des grandes sociétés, d'accord, ou de moyennes ou de grandes sociétés, sans passer nécessairement par la forme juridique qui est une société anonyme. C'est l'esprit, d'accord? Et malgré tout, elle a été simplifiée de plus en plus. Et depuis quelques années, elle me semble vraiment la confusion que j'ai eue dans mon esprit tout à l'heure et merci pour votre précision parce que et je dis mais pourquoi on m'a dit ça et en réfléchissant je suis revenue sur la question non je vous communiquais les informations relatives à la SAS juste au niveau du commissaire aux comptes, tout ce qui a été dit après ou avant c'était ok et simplifier, pourquoi? Parce que la SAS, la SA, avant, c'était très contraignant et ça reste une grande société avec une forme juridique contraignante, l'organisation complexe, etc. Et dans ce sens-là, la SAS est venue pour créer des moyennes entreprises et des grandes entreprises parce qu'on n'avait pas cette forme juridique intermédiaire entre la SARL et la SA. Dans les sociétés commerciales, dans ce sens-là, à responsabilité limitée. D'où l'appellation société par action, parce qu'elle va émettre des actions, et bien sûr, elle est simplifiée. Simplifiée par rapport à la complexité que peut avoir une SAS. Les associés ou les actionnaires, on va répondre aux mêmes règles que la SARL, ils ne sont pas dans l'obligation d'avoir la capacité juridique, c'est-à-dire de jouir de la capacité juridique. Les associés ou les actionnaires peuvent être des personnes morales comme des personnes physiques, et c'est exactement le même cas que la SARL. Dans ce sens-là, il n'y a pas de distinction. Là, je viens d'avoir une question. Est-ce que la SAS est plus souple que la SA, car dans les statuts, on peut inscrire des obligations, des devoirs, on peut mettre en place des limitations, oui. Et en plus, on peut désigner les modalités et voir la constitution des organes de décision dans l'entreprise. Dans une SA, on est limité ou à conseil d'administration ou au conseil de surveillance, c'est-à-dire SA monocéphale et SA bicéphale. Vous voyez, dans ce sens-là, elle est simplifiée. Et on n'est pas vraiment très loin de la SARL dans la simplification et la souplesse de cette forme juridique aujourd'hui. Elle tend à ressembler de plus en plus à la SARL. Quant aux apports, on peut apporter en numéraire, comme on a expliqué pour la SARL. On peut apporter en nature, c'est exactement les mêmes règles qu'on va appliquer dans le cadre de la constitution du capital de la SARL, c'est-à-dire au niveau des apports en nature. Je ne vais pas reprendre les exemples parce que je les ai donnés dans une première partie. Et j'aimerais bien préciser que depuis 2009, d'accord, les associés peuvent apporter leur industrie aussi. D'accord, c'est-à-dire leur savoir-faire et leurs compétences, comme on a expliqué, une chose qui n'était pas possible avant 2009 pour la SAS. D'accord. La durée de vie de la SAS, c'est comme pour une autre société commerciale, entre autres, parce que là, ce soir, on est dans la comparaison SARL, SAS, c'est de 99 ans maximum, bien évidemment prorogeable. Les comptes annuels, c'est un compte d'exercice sur 12 mois. Et les actionnaires entre eux, ils vont pouvoir décider, comme pour une SARL, à quelle date démarrer l'exercice et démarrer cette année d'exercice. Les statuts c'est ce que j'ai dit, vont définir, et c'est ça la souplesse par rapport à la SA, Société Anonyme, les modalités de prise de décision, c'est-à-dire ils sont obligatoirement bien sûr écrits comme pour la SARL, mais là,
dans les statuts, on a la liberté de désigner les organes de contrôle, c'est-à-dire de décision, etc. Quant au commissaire au compte, la désignation, est-ce que la désignation du commissaire au compte est obligatoire dès la création de l'ACS? Non, on est dans ces cas de figure comme pour la SARL, sachant que là, je vais reprendre les seuils qui peuvent déclencher ou les conditions qui vont déclencher la nomination obligatoire d'un commissaire au compte. Comme ça, on corrigera ce que j'ai dit en premier et qui était relatif à la SARL, à la SA. Vous voyez, je suis toujours entre SARL et SAS. Alors, la SAS est tenue de désigner au moins un commissaire en compte si elle contrôle une ou plusieurs autres sociétés, ou si elle est contrôlée elle-même par d'autres sociétés, ou si elle dépasse 2 de ces 3 seuils d'un exercice social. Première condition, c'est quand le total bilan est plus d'1 million d'euros, chiffre d'affaires de 2 millions d'euros ou plus, ou quand elle a plus de 20 salariés, et les 20 salariés, et si on compare, et là je vais m'arrêter pour le comparer réellement à la SARL, et comme ça j'effacerai toute confusion. La SARL pour le total bilan, c'est 1 550 000 euros, pour le chiffre d'affaires 3 150 000 euros, et pour les salariés, 50 salariés. Et là, comme ça, au moins, vous pouvez faire la comparaison avec la SAS. Je crois que j'ai eu une autre question. Pour la SAS, oui, vous m'avez précédé, mais le siège social, oui. C'est comme pour la SARL, là, on reste dans les modalités. Ça peut être le siège social, on peut le fixer dans un local commercial, dans une entreprise, ou dans une entreprise spécialisée dans une domiciliation. Voilà, et c'est les mêmes règles, là-dessus, on ne changera pas. En dehors de la nécessité aujourd'hui pour la SAS de désigner un président, les actionnaires fondateurs doivent organiser dans les statuts, ce que je disais, la création d'un organe de direction, la durée de ses fonctions, les règles du quorum et de majorité, les modalités de cessation des fonctions et de fixation de la rémunération des dirigeants. Et contrairement, et là c'est une des spécialités, contrairement à une SARL, je vais essayer de ne pas me tromper là-dessus, il y a ici un seul président. Une coprésidence n'est pas possible, contrairement à la SARL où la cogestion est possible. Il y a bien sûr, il est simple de changer de dirigeant. Là-dessus, on peut comparer la SAS à la SARL du moment où les modalités de mandat, etc. sont bien fixées dans les statuts. Le risque dans une société par action simplifiée, il s'agit de risque limité, c'est-à-dire on est dans une société commerciale risque limité comme une SARL. Vous voyez, là, c'est les ressemblances. La liberté des rémunérations, de la rémunération des dirigeants, est-ce qu'elle est totale? Bien évidemment. Hein. On vote et on va voir comment et de quelle manière et le montant de la rémunération du dirigeant, du président. Le montant des charges sociales à payer sur la rémunération du dirigeant, qui est dans le cadre d'une SAS, il va cotiser au régime général. C'est-à-dire les charges sociales vont être comprises entre 50 et 70%. Il est clair que, d'accord, si on compare, il est clair que les charges sociales quand on est président d'une SAS sont plus élevées parce que le mode de calcul est basé sur le régime général, d'accord, et les charges d'un gérant d'une SARL, les charges sont calculées sur la base des charges des travailleurs non salariés. Alors, bien évidemment que les charges sociales sont plus importantes dans la SAS que le dirigeant ou les gérants d'une SARL, mais il faut savoir que les montants des prestations et les montants surtout de la retraite, d'accord, sont plus élevés. Hein, on cotise plus, mais on peut en bénéficier plus à la retraite. L'image de la société par action simplifiée reste une image d'une
société d'une entreprise qui est grande entreprise, qui est solide, même si aujourd'hui on trouve de plus en plus des petites structures sous la forme de la SAS, d'accord, et pas que SARL. C'est souvent la forme juridique, par exemple, que choisissent les startups pour commencer. Ils vont prendre la forme juridique de la SAS. Pourquoi? Parce qu'elle elle est facilement, on peut la rentrer dans l'évolution, même au niveau de l'ouverture du capital social, etc. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui et souple, même par rapport à la SARL. Et ça, il faut le noter. En général, quel est l'intérêt de choisir entre SARL et, pour conclure là-dessus, et SAS? Ça dépend de la statut, ou pardon, des statuts de la personne. Par exemple, une personne qui était cadre depuis plus de 15 ans, 20 ans, salarié cadre dans une entreprise et qui souhaite se mettre à son compte, créer sa propre entreprise, étant donné que cette personne a déjà cotisé au régime général et pour ne pas le perdre ses cotisations, rien n'est perdu, on est d'accord, mais pour optimiser, et ça sera plus juste de le dire ainsi, il est clair un cadre dans ce sens-là, dans cet exemple-là, il va opter plutôt, et il est même recommandable pour lui, on va prendre d'autres critères en compte, mais juste pour l'exemple, qu'il crée une SAS et sachant qu'il continuera à cotiser au régime général. Et ça, c'est aussi important de le mentionner dans ce sens-là. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de cumuler le statut du dirigeant de la SAS et un contrat de salaire? Oui, mais le cumul on reste dans les mêmes conditions, c'est-à-dire ce sont deux contrats distincts, un contrat de gérant et un contrat de salarié, et il faut qu'il y ait une mission réelle, une activité réelle, d'accord, au niveau du salaire, de son contrat salarié. Le cumul dirigeant actionnaire majoritaire de SAS est rarement mis en œuvre, justement, comme je l'ai mentionné, car il n'y a pas un réel lien de subordination et c'est une des caractéristiques du contrat de travail. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de la comparaison SARL, SAS. Et ce sont les points essentiels. Il n'y a pas de forme juridique miracle. C'est selon les statuts de la personne, selon son passé en matière d'expérience professionnelle, selon l'évolution de la nouvelle entreprise qu'on souhaite créer. C'est à la personne de voir est-ce qu'il est plus judiciable de créer dès le départ une SARL ou dès le départ une SAS, sachant que les deux sociétés sont relativement simples à mettre en place. L'organisation est réellement simplifiée aujourd'hui pour la SAS. Le capital social minimal pour la SAS, il devient comme pour la SARL, et il est laissé au libre choix des associés, d'accord, voilà. Et pour finir, au niveau de la dissolution, pour conclure là-dessus, de la SAS, on reste dans le même cas de figure d'une autre ou d'autres sociétés commerciales, c'est-à-dire elle peut être dissoute pour des causes communes à toutes les autres sociétés, arrivées à terme, une résiliation judiciaire ou annulation du contrat de société, etc., etc. Là, il n'y a pas de spécificité. Et c'est... Et pour finir, parce que là, je vois que vous avez des précisions, oui, je ne sais pas si à l'oral, j'ai dit 3 150 000, c'est 3 100 000 au niveau de... c'est 1 550 000 et 3 100 000, pour être plus juste et que l'information... non, vous ne vous trompez pas. C'est peut-être à l'oral, j'ai continué sur les 50 de plus. Hein. Non, c'est 1 550 000 et 3 100 000. Et ça, c'est pour la SARL, pour la nomination obligatoire du commissaire aux comptes. Et bien sûr, on reste sur les 50 salariés. Voilà. Avant de se quitter, on ne va pas déroger à la règle, même si le temps avance. Mais ça me tient à cœur qu'on voit un petit peu le QCM, qu'on essaye de changer très rapidement avant de se quitter. Je vais vous le projeter et essayer de répondre. Je vous laisserai quelques secondes de réflexion et je reprendrai la main.
Voilà, je reprends la main. Pour la première question, le montant minimal du capital social des sociétés par action simplifiée est de 37 000 euros. C'est faux, bien évidemment. C'était le cas, mais ce n'est plus aujourd'hui le cas. Il est laissé au libre choix des associés. Vous voyez, elle devient de plus en plus simplifiée, cette forme juridique de société. La société par action simplifiée peut être présidée par plusieurs présidents. Non, c'est faux aussi. Il y a juste un seul président. On ne peut pas avoir une coprésidence. La SAS peut être présidée par une personne qui est non associée, c'est-à-dire non actionnaire, bien évidemment. Et là, on peut comparer le cadre de la SAS à la SARL. La durée des fonctions du président d'une SAS est de 10 ans dès la création de la société par action simplifiée, ce qui est faux, hein. La durée du mandat, les modalités de renouvellement du mandat de président, ils sont fixés librement dans les statuts. Le président d'une SAS relève du régime général de la sécurité sociale et bénéficie bien sûr du point de vue fiscal au régime des traitements et salaires. Oui, ça c'est vrai, on l'a vu ensemble. La société par action simplifiée peut devenir unipersonnelle. Oui, c'est vrai, du moment où l'ensemble des actions sont tenues par une seule personne, qu'elle soit physique ou morale, elle peut se transformer en SASU, c'est-à-dire Société par action simplifiée unipersonnelle. La 9e question était la suivante. Le nombre d'actionnaires est limité dans une SAS? Non. Contrairement, il n'y a aucune précision dans le cadre du droit. Contrairement à une SARL, le nombre d'actionnaires n'est pas limité dans le cadre d'une SAS. Et pour finir, la SAS peut faire appel public à épargne. Faire appel public à épargne, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut être cotée en bourse? Non. D'accord, il s'agit d'une forme juridique qui ne peut être cotée en bourse. Seule la société anonyme peut l'être, c'est-à-dire ni la SARL ni la SAS. Voilà au niveau du match pour un jeune créateur d'entreprise, il est préférable pour lui de choisir la forme juridique d'une SARL ou d'une SAS. Moi, j'ai envie de lui dire, tout dépendra de son statut, de l'évolution de la société, de la taille de départ de la société, etc., etc. Il est vrai aujourd'hui, il est reconnu que les sociétés par action simplifiée sont beaucoup plus dynamiques et souples dans le cadre d'une évolution assez importante et assez rapide d'une société, c'est-à-dire d'une entreprise. Voilà, j'espère que par cette conférence de ce soir, j'ai réussi à vous apporter un ensemble d'informations. Je suis désolée pour la confusion entre les deux. Parfois, les neurones ne marchent pas comme il faut. Et je vous souhaite à vous tous une excellente soirée. Et au revoir et à la prochaine.